Dès le départ, l'activité du laboratoire, elle s'est construite sur s'intéresser à un niveau de handicap important, qui est l'amputation haute. Par exemple, une amputation transhumérale, tu vas avoir biceps, triceps, et tu vas dire bah, c'est bien pour plier, déplier le coude. Et après, comment je passe au poignet. Et donc, à partir de l'automne 2019, on s'est mis dans l'objectif de construire une prothèse pour lui. Il a fallu donc déjà faire une emboîture. J'avais juste moi une exigence, c'est que l'emboîture soit orange. Et donc pendant 3-4 mois, on a fait différentes itérations. Ça brûlait, ça n'allait pas, ça se montait pas, jusqu'à arriver à un prototype en début d'année 2020 qui soit acceptable. La prothèse, comme 2 mois avant, elle n'existait pas. Le jour où on a fait les photos, c'est une des premières fois où il y avait toute la prothèse, la main droite, tout ce qu'il fallait qu'on a fait essayer à Christophe. Et je pense qu'on était tous ébahis que ça fonctionne. Je pense que quelques minutes après, ça a brûlé. Et donc, premier entraînement, c'était pas vraiment un entraînement, c'était une mise en scène pour faire des photos pour le Cibathlon. Et ça a duré 10 minutes, le temps qu'on fasse ces enregistrements. Alors le Cibathlon 2020, c'est une succession de rebondissements, dans le sens où on a dû arriver à passer le technical check en janvier 2020. Mais donc on avait un prototype, on avait un pilote, mais concrètement on n'avait aucun entraînement. Quand je suis arrivé, quand j'ai intégré l'équipe, c'était la première fois que je faisais partie d'une équipe de chercheurs. Ouais, mais tu vois, il te la ramène dans la posture de base. Je pense que c'est celui-ci. J'étais un peu en mode observation, sans savoir où est-ce que ça allait nous mener, mais extrêmement attiré par le fait de continuer. Christophe, il venait tous les mercredis après-midi au début. Et donc, on s'entraînait à faire les épreuves, parce que c'est des épreuves de la vie de tous les jours. Mais Christophe, il portait pas, je pense qu'il porte toujours pas de prothèse au quotidien. Donc, il fallait qu'il apprenne à utiliser la prothèse et qu'il apprenne à faire les choses avec la prothèse et pas avec son bras gauche comme il le fait tous les jours. Christophe a, entre guillemets, réappris ou presque appris à utiliser une prothèse avec nous. Il était jeune, il a porté des prothèses, et puis à son adolescence, il a arrêté d'en porter et il a décidé de montrer sa différence et finalement de se passer d'aide technique qui lui posait plus de contraintes que d'aide. Et donc quand il est venu nous voir, eh bien, on avait quelqu'un qui était, entre guillemets, naïf par rapport aux technologies prothétiques et qui, même s'il avait fait l'expérience du contrôle myoélectrique, de toutes ces choses-là, il a fallu réapprendre. Alors, à l'époque, on a eu un peu peur parce qu'en fait, il fallait qu'on apprenne à une personne amputée à utiliser une prothèse myoélectrique. Avec une prothèse, les techniques du corps sont différentes. C'est-à-dire que c'est pas tant de contrôler la prothèse, c'est qu'avec une prothèse, on est obligé de faire des tâches différemment. Et c'est un savoir. Attraper une carte bancaire, attraper une clé avec une prothèse, celui qui ne porte pas de prothèse, il ne sait pas comment faire. Et si vous essayez de faire de la même façon avec une prothèse que vous faites avec votre main, ça ne marchera pas. Et donc, on a dû coapprendre ensemble comment on attrapait une carte sur une table en la faisant glisser. Petit à petit, j'ai pu intégrer un langage musculaire, en fait, un morse, qui m'a permis, de façon automatique, intuitive, sans avoir à réfléchir, ça m'a permis de faire des mouvements, de trouver peut-être les postures les plus justes, ou d'adapter, ou de savoir m'adapter à l'imprévu aussi, en sachant comment changer de posture de main. Avec le recul, en fait, ça a été un avantage parce qu'on a appris ensemble et parce que Christophe n'était pas biaisé par un comportement qu'il aurait appris depuis 10 ans sur ma prothèse marche comme ça, et j'ai toujours appris à faire comme ça. Et des fois, c'est peut-être plus difficile de changer le comportement appris d'une personne sur un système qu'il utilise depuis longtemps. On avait quelqu'un de pur comme nous, qu'on a pu former vraiment à cette prothèse. Et donc je pense qu'à la fin, même si les débuts ont été difficiles, on a pu avoir des performances vraiment importantes. On répétait les épreuves pas à pas, une à une, tranquillement, régulièrement,
Et en même temps que s'est formée l'équipe et qu'elle s'est soudée, c'est à ce moment-là que les progrès sont arrivés. Et c'est à ce moment-là que la notion de cohésion s'est mise en place. Et cette cohésion synonyme de performance. Et il y a eu un moment clé pour m'indiquer, voilà, tu fais partie de l'équipe. C'était cette photo, cette première photo d'équipe prise par Philippe, qui était vraiment... l'équipe, au départ, ça a été une photo, et de la photo, c'est devenu une équipe. Et le regard collectif a été très très important pour ça. C'est vraiment passé par énormément d'heures et d'heures et d'heures de décortiquer le mouvement, de savoir comment, sous quel angle le prendre l'objet, la meilleure façon. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'était très bien. Ouais, je vais te montrer pourquoi, je pense. Christophe avait des idées assez précises sur ce qu'il lui faudrait. Après, c'était pas toujours possible. Il y a des fois, on lui a dit non. Nous aussi, de notre côté, on avait des idées qu'on essayait d'amener à Christophe. Et après, en discutant et à force de voir comment il s'en servait, on finissait par comprendre comment l'adapter sur la Après, prothèse. est-ce que je peux pas me mettre pour que le poignet tourne tout seul, en mode... Bah, si. En mode... Tous les moments où tu peux le Ouais, faire. ouais, comme ça, j'ai pas à faire de Alors, juste là, ouais. Et il y avait vraiment pas mal d'allers-retours là-dessus. Ça, c'était intéressant aussi d'avoir... de construire ensemble les fonctionnalités, quoi. Et d'avoir Christophe qui était là très régulièrement au laboratoire, c'était une chance inouïe. Donc on en a bien profité, on lui demandait de venir souvent pour venir tester ce qu'on mettait en place à ce moment-là. Et je sais qu'il m'a beaucoup apporté dans ma thèse, etc. On a eu des super discussions aussi sur comment il testait la prothèse, comment il sentait le contrôle, etc. On était un petit noyau dur autour de Charlotte pour la technique. Il y avait Jésus, Mago, qui en fait avait rejoint l'équipe quelques mois auparavant et qui en fait s'est trouvé naturellement un rôle de coach de notre athlète. Je m'appelle Jesus Mago, ou comme on m'appelle ici à l'ICIR Jésus. J'étais doctorant à l'ICIR et pendant un bon moment, j'étais le coach de Christophe pour le premier cyclothlon. Moi, je faisais le rôle de coach et c'était marrant parce que Christophe lui-même, en ce moment-là, il faisait sa préparation c'est tout pour devenir coach professionnel. Donc voilà, j'étais le coach du coach, alors que moi, j'avais aucune préparation, j'avais aucune connaissance. Et donc, on va dire que je faisais mon mieux pour, en gros, encourager Christophe, un peu analyser les différentes épreuves, et faire une sorte de trouver ensemble avec Christophe la meilleure stratégie pour... Voilà. Donc là, tu vois, c'est suffisamment ouvert pour que je puisse aller chercher après la phalange. Oui, pour faire toutes les épreuves et faire le meilleur geste, et faire le meilleur temps, et aussi de le soutenir d'un point de vue émotionnel, parce que c'est une épreuve aussi émotionnelle. Et voilà, donc j'étais le coach du coach. Tout ce qu'il a fait, c'est hyper important aussi, cette partie de coaching de Christophe, et c'était le premier. Et je crois que c'était pas prévu du tout au début qu'il en fasse partie. Et au fur et à mesure que ça grandissait, il nous a rejoints. Et il y a eu un moment où j'étais très contente de pouvoir lui laisser cette partie. Il s'entend très bien avec Christophe. Et moi, je gérais tout le technique et toutes les visios et les trucs pénibles pendant qu'il donnait des bonnes idées à Christophe, parce que moi, je les voyais plus, les bonnes idées. Il faut que j'arrive à convaincre Christophe d'accepter mes recommandations, etc. Et donc cette interaction-là, c'était pas tout le temps facile, quoi. Donc, mais bon, encore une fois, je pense que les deux, Christophe et moi, on a beaucoup d'intelligence émotionnelle, et donc on arrivait à se comprendre. Et
fait une très belle relation. Genre, on dirait que c'était un match. Je pense à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la prothèse, on avait fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait pour améliorer ses performances technologiques, et que là où il y avait vraiment à gagner, c'était sur de la stratégie. Et donc l'idée générale, c'est de partir avec une première stratégie sur comment faire face à l'épreuve. Et en faisant l'épreuve, normalement, on identifie des nouvelles stratégies au fur et à mesure. Et on prend le temps à chaque fois. Et l'idée, c'est de trouver les stratégies la plus rapide. On essaie toujours de trouver les meilleurs temps, mais pas que ça. Et on essaie de faire en sorte de rendre ce temps stable. Et en fait, des fois, c'était ça le challenge de dire à Christophe. Christophe, il nous convient de rester dans cette stratégie et les stabiliser. Et des fois, il avait une approche de non, on va aller chercher plus loin, on va aller chercher une technique même plus rapide. Mais non, Christophe, la compétition c'est dans 2 semaines, il faut qu'on stabilise ça. Non, mais allez, on a le temps. Donc ça faisait partie du défi aussi de aussi gérer les attentes de tout le monde, quoi. On a commencé à s'entraîner pour le skiathlon avant le premier confinement. Et je n'avais pas vraiment conscience de là où on allait, en fait. C'était en mars 2020, le confinement, et ça devait être en mai 2020, le skiathlon à Zurich. Donc on avait prévu d'y aller. Et en fait, en mars, on a tout arrêté, on est rentré chez nous. Plusieurs mois, jusqu'en juin, juillet. Et après, ils ont pris la décision, le skiathlon, de le faire à distance. C'était encore trop compliqué de le faire sur place avec tout le monde, quoi. Donc on fait à distance. Donc ça demandait pas mal d'organisation en plus pour nous, de trouver une salle. On était dans l'ancienne bibliothèque qui était désaffectée en travaux. Donc bon, il y a beaucoup d'espace, on s'est mis là. Et donc on a pu installer une piste complète qui faisait quasiment 30 mètres de long. On a pu, entre les confinements, commencer à mettre en place des entraînements. On avait reproduit quelques épreuves avec du mobilier Ikea. Et donc on s'entraînait, on réglait les approches de contrôle. C'est vrai que c'était un peu improbable. En fait, comme toutes les épreuves sont des épreuves de la vie quotidienne, au début, on assemblait des trucs et les gens me voyaient me balader avec mon panier à linge dans l'Isère. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font avec leur panier à linge et leur boîte de conserve Donc on voulait s'entraîner, on préparait les entraînements, etc. Mais il se trouve que donc c'est très standardisé la façon dont le skiathlon se fait, dont l'épreuve de prothèse de bras se fait. Et donc il y a certains objets très typiques avec une dimension spéciale, etc. Et il se trouve que certains de ces objets ne se trouvent qu'en Suisse. Typiquement pour l'épreuve où il faut étendre du linge et transporter du linge, et la bassine pour transporter le linge avait des pieds très spécifiques qui ne se trouvent qu'en Suisse. Alors je me souviens que Nat voulait organiser tout un système pour le commander à Genève et puis aller le chercher à Genève en faisant un voyage un jour, etc. Je sais qu'aussi on a galéré à trouver les pots de confiture parce que c'est vraiment des dimensions très, très spécifiques qu'on ne trouvait pas en France. Et je sais que la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée à Zurich après pour mon postdoc, c'est la première fois que je suis allée au supermarché, j'ai pas résisté, j'ai envoyé une photo à Nat et Charlotte des pots de confiture qu'on a cherchés pendant de nombreux jours sans jamais les trouver. Et voilà, il suffisait d'aller en Suisse pour les trouver, mais bon, c'était un petit peu trop compliqué. Alors, on s'était débrouillé autrement, mais voilà, on a toujours eu un peu cette frustration de comment on trouve ces objets qui sont censés être des objets de la vie quotidienne, donc on trouve partout, qui en fait étaient très spécifiques à la Suisse. Les boîtes de conserve, ça a été un challenge aussi, parce que il y a beaucoup de boîtes de conserve qui s'ouvrent avec une opercule. Non, et pas avec un ouvre-boîte. Donc, trouver les boîtes de conserve, mais vides, parce que sinon, en fait, la référence qu'ils donnaient, il fallait les acheter par 1500 et en Suisse, et c'était pas possible. Donc on avait trouvé quelques trucs. Il y avait une épreuve où Christophe devait ouvrir des canettes. Et c'est une certaine taille des canettes qui est assez grande, sauf que l'organisation ne fournissait pas ça.
Et du coup, on a tous, je me souviens, j'ai dû aller à Monoprix acheter plein de canettes d'haricots. Et je me suis retrouvé avec plein de canettes d'haricots chez moi pour la compétition. Et ben, une fois hiver, ben, il fallait en faire quelque chose avec les haricots. Donc oui, c'était l'époque où on a bien mangé des haricots. C'était amusant parce que les gens ne savaient pas trop ce qu'on faisait et nous voyaient passer avec des objets improbables pour un labo de robotique. Et donc au début, on a beaucoup fait les gobelets, l'épreuve des gobelets, où Christophe était devenu très fort, mais ne savait faire que ça. Et le clean sweep, avec les objets à mettre, les petits objets à attraper. Donc au début, on n'avait que ces 2 épreuves et on tournait en boucle sur ces 2 épreuves avant d'avoir tous les objets. C'était difficile de récupérer les objets. Et donc, il venait, et donc on essayait de répéter comment ça allait se passer, comme aussi biathlon, donc de mettre les objets sur la table, au début de beaucoup guider Christophe, de dire bah faut prendre tel objet, le mettre à tel endroit. Et après, au fur et à mesure qu'on avance les entraînements, c'était aussi beaucoup le chronométrer. 3, 2, 1, et puis dire, essayer de peaufiner de comment attraper le stylo, et des choses comme ça. Il va falloir que je m'achète des genouillères. Et en fait, par ce travail de brainstorming et puis ce travail de coaching de Jésus qui en fait était en permanence comme une petite voix près de Christophe à lui dire non, pas comme ça, ou alors de lui prévoir, lui planifier les actions à venir sur la prothèse pour qu'il puisse anticiper. Non, de ce côté, plutôt non. Parce que ça demande, en fait, faire une tâche avec sa prothèse, ça demande à faire la tâche, contrôler son corps, envoyer des signaux supplémentaires à la prothèse, anticiper les changements de posture de la prothèse pour l'étape d'avant. Non, tu restes là. Cognitivement, c'est quand même très lourd. Et il y avait un intérêt à le soulager cognitivement en ayant une sorte de petite voix. Tu peux debout et tu replies un peu le monde. Qui pouvait lui rappeler un peu comme un souffleur de théâtre les étapes à venir ou les anticipations à apporter. Finalement, le Covid nous a un peu sauvés parce que je pense qu'on était un peu limite en termes de préparation pour avoir un proto, rencontrer un pilote en automne 2019, finaliser une prothèse en janvier 2020 pour participer à une compétition en mai 2020. Clairement, l'aspect entraînement, personnalisation du contrôle, prise en main, appropriation par Christophe de la prothèse aurait été beaucoup moins poussé dans ce cas-là. Et ce qui était compliqué aussi, c'est que je crois que c'était en novembre 2020 au final, et qu'en fait, 2 semaines avant, le campus a refermé pour confinement, pour la 2e fois. Et donc là, Nathanaël et Guillaume ont négocié pour qu'on puisse, pour avoir des autorisations pour venir s'entraîner. Donc on est venu s'entraîner le 11 novembre, alors qu'il n'y avait personne, on était tout seuls sur le campus. Et pour s'entraîner pour le cibathlon parce que c'était mi-novembre. Et on a vraiment pu commencer, je pense, à s'entraîner sur la piste avec les épreuves finales 15 jours, 3 semaines avant la compétition qui a eu lieu en novembre, je crois, 2020. J'ai le souvenir d'un moment suspendu. Beaucoup de personnes avec le confinement ont un souvenir d'un moment hors norme, naturellement, mais pas forcément toujours agréable. Là, en fait, pour moi, se combinaient 2 événements. Un événement hors norme qui était ce confinement avec le fait d'être sur une activité essentielle qui était la préparation au cibathlon qui me donnait l'autorisation de sortir de chez moi d'une part, et d'autre part la faculté complètement déserte et nous seuls à nous entraîner dans cet univers et dans cette immense salle qui est la salle des Clangons. C'est un moment merveilleux, un excellent souvenir. Donc finalement, le bon souvenir de cette motivation, cette stimulation, cette parenthèse pendant le confinement où nous, on était dans notre bulle à s'entraîner autour d'objets du quotidien, a remplacé à balayer en fait la complexité que ça a été de trouver le local, mettre en œuvre tout le système, la complexité de laisser passer. Donc tout était compliqué, mais on en garde quand même un très bon souvenir. Et du coup, on était tous alignés sur ça. De faire une prothèse vraiment qui réponde aux besoins humains. Et je pense que c'est ça qui nous motive tous et qui vous motive aujourd'hui à continuer la compétition, quoi.